pas d'hommes politiques, pas de généraux, pas de religion, j'en veux pas. Bon, maintenant, si vous me prenez à Pompadour, je suis prêt à un compromis. Donc, amusez bien. Hein, donc, dans ce comité, on s'amusait bien, incapable de définir quoi que c'était. Et en 2006, l'Union astronomique internationale, se réunissant tous les 3 ans à l'Assemblée générale, à cette occasion-là, il y a un nouveau président. Et pour la première fois, le nouveau président était une présidente. C'était Catherine Cesarski, qui était nos commissaires du CERAC. D'ailleurs, Catherine va venir au mois de janvier. Elle est super, Catherine. Donc, Catherine, Catherine, c'est une femme. Autrement dit, c'est efficace. Je veux dire, dans la société, il y a les femmes, elles font des bébés, c'est important. Les hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc, Et donc, Catherine me dit, je ne vais pas me faire embêter par les journalistes et tout le monde pour savoir combien il y a de planètes. Hein. Il faut résoudre ça tout de suite. Je dis, il va faire comment? C'est facile. Je dis, on va mettre un comité en place. Hein, on va faire le coup du pas, ils ne sortent pas tant qu'ils n'ont pas la solution. Et ensuite, on le fait entériner par l'Assemblée générale. Hein. Alors, on met le comité, on y met 3 Américains, un Anglais, un Japonais, un Français, j'étais le Français de la bande. Bon. D'abord, je commence à dire comment, il y en a 4 sur 6 qui sont de langue maternelle anglaise, on a travaillé en anglais, on va pas en plus aller dans un pays de langue anglaise. Donc, je refuse d'aller aux États-Unis ou en Angleterre. On va soit à Paris, soit à Tokyo. Elle me dit, commence pas à mettre la bagaille, hein, déjà. Alors, on s'est réunis à Paris, comme je l'ai déjà dit. Paris est une ville qui a une bonne astronomie et une bonne gastronomie. Hein. Et là, c'est le son que j'ai vraiment eu, c'est que le premier jour, on n'était pas tellement d'accord entre nous, etc. Le voleur, on n'est pas sur des auberges. Je les ai emmenés le soir à un restaurant que je vous recommande. Hein. Ça s'appelle la Poule au Pot. Ils ouvrent à 7h30 du soir, ils ferment à 5h du matin. Dépêchez-vous d'y aller, le patron va peut-être vendre en juillet. Hein, donc, mais il fait de ma part, sympa. Et donc, voilà, Poule au Pot, et bien, je peux vous dire qu'à la 3e bouteille de Pomerol, je comprenais mieux. Hein, donc, dans la vie, quand vous avez un problème, vous invitez à dîner, la convivialité, c'est très important. Hein. Donc, alors, maintenant, autre chose, il y a quand même des désaccords. Alors, quand vous voulez vraiment quelque chose dans la vie, vous voulez 3 choses, par exemple. Ce que vous faites, vous en exigez une 4e dont vous vous moquez complètement. Vous dites, oui, si je ne l'ai pas, je fais la grève, je fais un scandale, je dis à tout le monde. Vous bloquez bien la situation. Quand c'est bien bloqué, vous dites, on n'avance pas, les gars. Ben non, on est bloqué. Et alors, au bout d'un moment, quand c'est bien bloqué, dégoûté. Je vais faire un sacrifice. Hein. Ça me fane le cœur. Je vais renoncer à ma 4e condition. C'est exactement ce qu'on a fait. On a mis 4 conditions, la 4e était éliminée par l'Assemblée générale, et on a enfin défini une planète. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour être planète, ah oui, c'est bien. Ça, c'est un dessin américain, ça, c'est censé être moi. Hein. J'ai jamais porté ni les lunettes, ni la moustache. Hein. Et ça, c'est censé être le japonais. Hein. C'est le. Et ben voilà, pour être planète, il faut tourner autour du Soleil, il faut être rond, pas être rond parce qu'on a bu du Pomerol, hein, il faut être rond sphérique, et puis il faut faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire qu'il n'y a pas une Terre à côté de la Terre, un Jupiter à côté de Jupiter, un Saturne à côté de Saturne, et que ces planètes sont assez massives pour avoir nettoyé le voisinage en quelque sorte, avec des satellites, et il y a aussi un corps supplémentaire. Donc, avec cette définition, il y a seulement 8 planètes dans le système solaire. Si un corps vient de l'extérieur, et rentre dans le système solaire, eh bien, soit il sera chassé par à l'infini, soit il tombe sur le Soleil, soit il devient un satellite, soit il heurte une planète, mais il ne saurait se mettre en place. Le système, mathématiquement parlant, il est plein. On ne peut pas rajouter quelque chose. On pourrait éventuellement envisager une planète à 300 ou 400 fois la distance du Soleil, dire à une distance, on ne voit pas très bien, dans l'absence de matière, comment on aurait pu faire ça. Autrement dit, il n'y a que 8 planètes, et vous comprenez pourquoi je tenais à cette définition, c'est que les enfants des écoles qui ont dit à 8 planètes, le chiffre reste. Si on avait accepté Pluton, Eris et tous les autres, eh bien on aurait dit en 2020, il y a 15 planètes, on aurait dit en 2040, il y en a 32, on aurait dit en 2060, il y en a 80, etc. Autrement dit, on est en train de trouver plein de corps à l'extérieur qui sont comme Pluton. Et Pluton, alors quand Pluton n'a pas fait le ménage, il y a plein de corps comme lui, et donc quand on obéit à 2 conditions, autour du Soleil, on est de forme sphérique, alors on est ce qu'on appelle une naine, et nous connaissons pour l'instant 5 naines, que sont Cérès, Oméa, Makemake, Pluton et Eris. Et des naines, nous en connaîtrons beaucoup plus par la suite. Donc les planètes 8, c'est fini. Les naines, on va en connaître plus au fur et à mesure des découvertes. Et enfin, si on obéit à une seule condition, et pas aux 2 autres, on est un petit corps, soit comète, soit astéroïde, et des petits corps, nous en connaissons quelques milliers de milliards, un comète et astéroïde. Donc voilà, c'est défini. Alors maintenant, on définit les corps, comment à comprendre leur origine. Alors d'abord, comment on a des décisions différentes. Regardez, Vénus et Mars, représentés à la même table. Vénus, c'est comme la Terre, en termes de masse, en termes de rayon, en termes de densité, évidemment. Donc on pourrait penser que Vénus est une sœur de la Terre, en termes de topographie. Les endroits les plus profonds de Vénus sont à 20 km d'écart avec les sommets les plus élevés, comme sur Terre. Les fonds océaniques les plus profonds et les montagnes les plus élevées, c'est en gros 20 km.
Donc on pourrait penser que c'est la même chose. Si aujourd'hui à Paris, je ne sais pas quelle température il faisait, il devait faire quelque chose comme, disons 20 degrés, allez. Et bien à 45 degrés de latitude sur Vénus, aujourd'hui, si l'atmosphère était la même sur Vénus, il ferait 23-24. Autrement dit, Vénus serait parfaitement habitable, on pourrait y aller en vacances, pas de problème. Or, sur Vénus, l'effet de serre s'est emballé, l'atmosphère est faite de dioxyde de carbone, la température est de 400 degrés, et la pression au sol de 100 atmosphères. Vous êtes écrasé comme une crêpe, hein, une crêpe comme celle qu'on fait à Brest, pas celle de Montparnasse. Hein, et vous êtes brûlé, grillé, et l'atmosphère de dioxyde de carbone, il y a un petit peu d'acide sulfurique et chlorhydrique pour donner du goût. Hein, donc vous voyez, c'est un enfer. Hein, cette planète à qui on a donné le nom, la déesse de l'amour, est un enfer. Mars, au contraire, est un tout petit corps. Mars n'a pas pu se développer à cause de la présence de Jupiter, formé avant. Mars, j'espère que je ne vexe personne, non, Jean-Pierre Virginie, il est déjà passé, c'est bon. Mais en Mars, c'est un peu loupé à la naissance, mais on l'aime bien quand même, hein, c'est comme ça. Et donc Mars est tout petit. Et Mars, la vie a dû démarrer sur Mars, certains le pensent, à l'époque où le climat martien était doux et humide. Mais actuellement, sur Mars, l'effet de serre a avorté. La vie n'est pas possible en surface, en tout cas. Et donc, sur Mars, si je vous le mets sur Mars en maillot de bain, votre sang va se mettre à bouillir, ce qui n'est pas sympathique. Hein. Autrement dit, vous avez deux corps. Dans l'un, l'effet de serre a explosé. Dans l'autre, l'effet de serre a avorté. La Terre est au milieu, on a bien envie de savoir quelle sauce on serait mangé. Donc c'est pas idiot d'étudier l'histoire thermique de Mars, l'histoire thermique de Vénus, pour comparer avec ce qui peut se passer sur Terre. L'évolution est permanente, je l'ai déjà montré. Voici la position de Paris dans 250 millions d'années, parce que l'Afrique pousse l'Europe, la Méditerranée se referme, et donc nous serons au-delà du cercle polaire. Ça, c'est pour ceux d'entre vous qui voudraient acheter un appartement dans le coin. Hein, vous allez voir le propriétaire en disant que les conditions vont se dégrader, il a intérêt à vendre rapidement. Hein, c'est un bon prix si possible, hein, vous allez rendre service. Et puis, voilà, maintenant, Paris, dans 1 milliard d'années, eh bien, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup de bouquins, la température du Soleil n'est pas constante. En gros, au centre du Soleil, il y a 4 atomes d'hydrogène qui se combinent pour donner un atome d'hélium, et 4 atomes d'hydrogène occupent un volume plus grand qu'un seul atome d'hélium. Et donc, au cours du temps, le volume se réduit, la densité augmente, la pression augmente, la température augmente. Et quand la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, le Soleil était 30% plus froid qu'il n'est aujourd'hui. Donc la vie a dû s'adapter à cela. Et dans 1 milliard d'années, le Soleil sera plus chaud, donc il y aura plus d'eau liquide sur Terre, il n'y aura plus que la vapeur d'eau. Et du coup, la vapeur d'eau a un effet de serre beaucoup plus considérable que le, comment dirais-je, que le dioxyde de carbone. Et il n'y a plus d'eau liquide, donc plus de vie. Donc là, je suis en train de vous donner une nouvelle qui peut-être vous attriste, puisque je suis en train de vous dire que la vie sur Terre est plus proche de la fin que du début. Alors ne rentrez pas chez vous tout triste ce soir, hein, puisque 1 milliard d'années, ça a quand même le temps de se retourner. Hein. Pour s'adresser à une entreprise d'aménagement, il y a de bonnes références. Hein, et pour aller dans un endroit sympathique dans l'univers, et vous verrez dans l'univers, il ne manque pas d'endroits sympathiques. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Mais les choses ne sont pas éternelles et immuables, loin de là. Hein. Alors, la mission, trouver l'origine du système solaire, c'est évidemment d'explorer. Donc ça, je l'ai déjà présenté la dernière fois, je ne vais pas recommencer. Pour moi, la plus belle mission spatiale de tous les temps, c'était la mission Voyager, qui, visitant successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, a transformé ces mondes qui étaient pour nous des points de lumière en des mondes à part entière. J'ai eu le bonheur dans une équipe d'imagerie, pour moi ça reste mon meilleur souvenir de toutes les expériences scientifiques que j'ai pu avoir. Donc on a fait l'inventaire, et on a trouvé un système solaire beaucoup plus riche, beaucoup plus divers que tout ce qu'on avait imaginé. Alors ça a été d'abord Voyager, conçu en 66, Nixon au pouvoir coupe les crédits en 72, on continue quand même, on lance en 77, on finit la mission peut-être Neptune en 89. Donc les conférences de presse, les journaux, les satellites de Jupiter. Au passage, je vais souvent raconter, quand on a vu ça, moi je me souviens, dans l'équipe d'imagerie, j'étais chargé de compter les cratères, hein, pour savoir si le sol était ancien ou non. Donc vous voyez que là, je n'étais pas débordé, il y en a 0. Hein. Et donc, quand on a vu Dieu, on n'a rien compris. Bon, on s'attendait à voir un machin comme la Lune, et on voit ce machin-là, qui ressemblait à une pizza, ou à une maladie pas à voir. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Alors le blanc, c'est de la glace, le jaune, c'est du soufre, et le noir, c'est des volcans en activité. Et avec Voyager, quand on a survolé en 1979, on a découvert 6 volcans, maintenant on en a trouvé 110. Donc on a vu sans arrêt des volcans en activité, un objet très étonnant par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. La mission Cassini, je vous l'ai présenté la dernière fois, voici les pays associés, la sonde, la voici, le lancement de la sonde de la Terre en 1997, où on survole Vénus une première fois, Vénus une seconde fois, puis la Terre, puis Jupiter et puis Saturne.
On arrive à Saturne en 2004, on se met en orbite, une opération extrêmement compliquée, je passe rapidement. On observe ce monde de Saturne jusqu'en 2008. Là, on dit, on devrait continuer pour voir l'équinoxe. Et quand c'est une mission États-Unis-Europe, le problème c'est qu'en Europe, on n'est pas bien payé, mais à vie. Les États-Unis, on est bien payé, mais pas longtemps. Hein. Donc, quand on prolonge, les Européens disent, nous, ça ne coûte rien, les gars, on les paye jusqu'au bout. Hein. Tandis que les Américains, ça faisait payer des milliers d'ingénieurs très chers pendant longtemps. Alors, on les a convaincus, donc on a continué jusqu'en 2008. On a vu l'équinoxe, super résultat. Puis maintenant, on s'est dit, si on voyait le solstice, ça serait pas mal. Hein. Donc, on va continuer jusqu'en 2017, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et en 2017, on va détruire la sonde, parce qu'il y a du plutonium à bord. Un jour ou l'autre, cette sonde heurterait les satellites de Saturne, donc on les polluerait par du plutonium, ce qui serait pas bien pour les missions futures. Donc on va détruire comment? On va jeter la sonde dans Saturne, et cette petite sonde, Saturne, il va avaler ça sans s'en rendre compte, et ça on fera ça au mois de septembre 2017. Alors donc, étudier l'inventaire du système, c'est la planète, les anneaux, les satellites, à quoi ça ressemble, et je vous citerai simplement deux résultats qu'on a obtenus.